Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Alors cette émission a été totalement chamboulée. Je travaillais depuis plusieurs jours sur le sujet que je devais vous présenter aujourd'hui. J'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin la nuit dernière. Et puis, l'actualité étant ce qu'elle est, j'ai décidé de vous présenter le texte que j'avais préparé, qui s'intitule « De la Corse à l'Amazonie », une prochaine fois. Parce que, oui, je ne peux pas m'empêcher de parler de Taïwan et d'un autre sujet qui viendra à la fin. Alors, tous ceux qui m'écoutent régulièrement savent que je ne suis absolument pas pro-américain. Je n'éprouve aucune fascination pour le modèle américain, pour le mode de vie américain et pour les valeurs dont nous sommes submergés, que ce soit par le cinéma, par les boissons gazeuses, par les pâtes à mâcher qu'on appelle chewing-gum ou autres. La culture américaine ne m'impressionne pas et je n'ai jamais été fasciné par les États-Unis. J'y suis allé une fois pour le travail, on m'a payé le billet d'avion donc j'y suis allé. Je ne regrette pas d'y être allé, mais je n'ai pas du tout envie de me payer un billet d'avion pour aller aux États-Unis. Je préfère aller au Pérou ou au Népal. Toujours est-il, après ces précautions oratoires que l'on va sans doute me reprocher, je dois aujourd'hui exprimer, une fois n'est pas coutume, toute mon admiration, tout mon respect pour Madame Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale, pour son courage et sa ténacité, pour le fait qu'elle ait résisté aux énormes pressions dont elle était l'objet, voire aux menaces même militaires, de la part de Pékin. En effet, Madame Nancy Pelosi a entamé depuis quelques jours une tournée en Asie de l'Est, en Extrême-Orient. Elle est allée à Singapour et dans d'autres contrées. Je crois que là, elle est en route pour le Japon. Je pense même qu'elle est déjà arrivée au Japon. Mais le doute a plané jusqu'au dernier moment. Je pense que c'était pour des raisons de sécurité. On ne l'a annoncé, on ne l'a confirmé qu'au moment où son avion s'était déjà posé. Nancy Pelosi, donc, a débarqué à Taipei, la capitale de la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan. Et là, elle a eu effectivement beaucoup de courage. Alors, 2 mots pour présenter Nancy Pelosi. Elle est née le 26 mars 1940 à Baltimore. Elle est issue d'une famille d'immigrants italiens, puisque, en fait, son nom de jeune fille ou son nom de naissance, c'est Nancy Patricia D'Alessandro. Elle est catholique pratiquante. Elle est la 52e présidente de la Chambre des représentants des États-Unis depuis le 3 janvier 2019 et il est à signaler qu'elle avait déjà occupé cette fonction de 2007 à 2011. Comme je l'ai dit, elle est née en 1940, donc c'est quelqu'un qui a 82 ans, ce qui renforce encore ce que j'ai dit. Je pense qu'effectivement, à son âge, elle n'est plus à un âge où on peut se laisser intimider par un régime totalitaire. Et elle a donc séjourné à Taïwan les 2 et 3 août. À cette occasion, elle a rencontré la présidente de la République de Chine, Taïwan, Madame Tsai Ing-wen, qui lui a remis à Nancy Pelosi l'ordre des nuages auspicieux avec grand cordon spécial, qui est la plus haute décoration de Taïwan.
Le seul fait de voir ces photos de Tsai Ing-wen aux côtés de Nancy Pelosi, c'était tout un symbole pour moi, en dessous du portrait de Sun Yat-sen, le fondateur de la République de Chine en 1912. Alors pourquoi? Peut-être que je vais devoir m'expliquer un petit peu pour que nos auditeurs comprennent bien pour quelles raisons cette visite me touche tant. Taïwan est ostracisé au sein de la communauté internationale. Surtout depuis 1971-1972, lorsque la Chine populaire a été acceptée au sein des Nations Unies et qu'elle a occupé un siège au Conseil de sécurité qui jusque-là était occupé par Taïwan en tant que République de Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1949, Mao Zedong et ses hordes communistes ont gagné la guerre sur le terrain, donc, contre le régime du généralissime Chiang Kai-shek, ont pris Pékin et ont proclamé la République populaire de Chine. Et depuis 1949, la Chine continentale est donc dirigée par ce régime communiste qui s'est rendu coupable des pires atrocités, rappelons-le, des millions et des millions de morts durant le grand bond en avant, durant la révolution culturelle, et j'en passe. Un régime qui a commis des atrocités également à l'égard de ses minorités nationales, les Tibétains, les Tibétains bouddhistes. D'ailleurs, ce régime a envahi le Tibet, qui avant 1949 était un pays indépendant et qui a été envahi militairement. Et le Dalai Lama, le chef spirituel et temporel du Tibet, a dû fuir en Inde où il est encore. N'oublions pas également les Ouïghours musulmans du Xinjiang, qui n'ont rien de chinois ethniquement, mais qui se sont retrouvés incorporés à la Chine, alors que ce sont en fait des Turkmènes pour la plupart, des Turkmènes et des musulmans, et qui, sous l'actuel président Xi Jinping, sont l'objet de terribles persécutions. On estime qu'il y aurait entre 1 et 2 millions de Ouïghours en camps de concentration. Naturellement, le régime de Pékin ne les appelle pas des camps de concentration. Ils vont les appeler des centres de formation ou des centres de rééducation ou je ne sais quoi encore. Mais en fait, on cherche à les désislamiser, on cherche à en faire des Chinois et des communistes modèles, ce qu'ils sont loin d'être. Je pourrais parler aussi d'autres minorités, les Mongols, parce qu'on connaît la Mongolie, mais il y a la Mongolie intérieure, qui est une province chinoise, où les malheureux Mongols sont désormais minoritaires sur leur propre terre. Je pourrais aussi parler de Hong Kong, cette ville qui a été rétrocédée, ce territoire qui a été rétrocédé par le Royaume-Uni à la Chine à la fin des années 90. Un traité avait été signé entre Margaret Thatcher, Premier ministre britannique, et Deng Xiaoping, le dirigeant chinois de l'époque, qui prévoyait que pendant 50 ans, Hong Kong bénéficierait d'un statut spécial au nom du principe un pays, deux systèmes. En Chine, c'est le parti unique, il n'y a que le parti communiste. À Hong Kong, le multipartisme a subsisté et des élections libres et démocratiques avaient lieu régulièrement. Mais depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, tout a été remis en question. Il n'a pas attendu les 50 ans pour remettre en question le statut de Hong Kong de manière insidieuse, en établissant de nouvelles lois sur la sécurité et autres. Et aujourd'hui, les Hongkongais d'opposition, je pense notamment au courageux jeune Joshua Wong, languissent en prison et ont été condamnés pour des raisons politiques. Je pense également aux religions, toutes les religions, chrétiennes, catholiques, protestants, mais aussi, donc, on l'a vu, l'islam, le bouddhisme, qui sont durement réprimés par le régime marxiste de Pékin.
L'Église catholique a été particulièrement victime, parce que l'Église catholique est vue comme un agent de l'étranger, puisqu'elle dépend de l'étranger, à savoir le Vatican, le pape. Donc, depuis l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949, le régime chinois a mis sur pied une église officielle, avec des évêques nommés par eux-mêmes, des prêtres qui deviennent prêtres avec la bénédiction, si je puis dire, du Parti communiste chinois, et parallèlement a subsisté l'église des catacombes, l'église clandestine, qui continue à vivre jusqu'à nos jours. De nombreux évêques et prêtres de cette église clandestine ont été envoyés en camp de concentration et y sont morts, d'autres y sont encore. Et je sais que le pape François a tenté de se rapprocher du régime de Pékin pour que cette question du schisme entre l'église officielle et l'église, la vraie église catholique, soit résolue. Un accord là aussi avait été signé, mais qui n'a jamais été respecté par les autorités de Pékin. Donc l'approche du pape François, et j'ai le grand regret de le dire sur ces ondes, a échoué en ce qui concerne cette tentative de rapprochement avec le régime de Pékin. Comme le dit le proverbe, pour dîner avec le diable, il faut se munir d'une très longue cuillère. Et à côté, vous avez Taïwan. Taïwan qui est une île, donc l'île de Formose, qui se trouve à 150-180 km au large des côtes chinoises. C'est là que s'était réfugié le régime, le généralissime Chiang Kai-shek et son gouvernement en 1949. Et longtemps, Chiang Kai-shek a prétendu incarner la légitimité chinoise et représenter l'ensemble de la Chine. Mais Chiang Kai-shek est mort en 1975, avant même Mao Tse-tung qui est mort l'année suivante. Et depuis, Taïwan s'est démocratisé, et depuis les années 80, c'est devenu une démocratie exemplaire, qui est considérée comme l'un des pays les plus libres au monde, et en tout cas le plus libre en Asie, sans conteste, plus libre que le Japon ou que la Corée du Sud. Une démocratie exemplaire qui a fait aussi que Taïwan occupe le 15e rang en ce qui concerne son produit intérieur brut, 15e rang mondial, et qui est la 22e économie au monde. Vous me direz, la Chine de Pékin est peut-être la première ou la deuxième économie au monde avec les États-Unis. Mais la Chine de Pékin, c'est 1,5 milliard d'habitants. C'est un pays immense, avec des ressources immenses. Taïwan a très peu de ressources naturelles, mais Taïwan est plus développé que la Chine. C'est le premier producteur mondial de microprocesseurs et de semi-conducteurs. Si jamais la Chine devait attaquer Taïwan, et cela occasionnerait bien sûr la fin de la fabrication des microprocesseurs, le monde entier tomberait en panne. Sait-on par exemple que la question de Taïwan pose beaucoup de problèmes à l'armée russe, parce que l'armée russe, dans sa guerre en Ukraine, ne peut plus remplacer les semi-conducteurs et les microprocesseurs dans ses équipements militaires de haute technologie. Parce que Taïwan participe aux sanctions imposées contre la Russie. Et donc peut-être que Taïwan a contribué indirectement à la probable défaite de la Russie en Ukraine, tout simplement en stoppant la livraison de microprocesseurs et de semi-conducteurs. Donc Taïwan, c'est un pays qui compte. Sa présidente, Tsai Ing-wen, on l'appelle parfois la Angela Merkel ou la Margaret Thatcher d'Asie, c'est une femme de conviction, une femme forte, qui est née en 1956 et qui est issue du Parti démocrate progressiste de Taïwan, qui est un parti indépendantiste. C'est-à-dire que, contrairement à Chiang Kai-shek et à son successeur, Madame Tsai Ing-wen n'a pas l'ambition de reconquérir le continent. L'ambition de Madame Tsai Ing-wen, c'est de développer Taïwan et d'en faire un pays libre et démocratique, ce qu'il est déjà. Et donc le Parti démocratique progressiste n'aspire absolument pas à une hypothétique réunification avec la Chine.
quand bien même les revendications chinoises seraient-elles fondées en ce qui concerne les droits de la Chine sur Taïwan. Je suppose que le peuple taïwanais écouterait de telles revendications d'une oreille plus attentive si la Chine était un pays démocratique et libre comme l'est Taïwan. Mais le système chinois fait que la Chine est devenue un repoussoir pour les Taïwanais et en particulier pour la nouvelle génération qui, dans sa totalité, n'est pas née sur le continent, est née à Taïwan. Et donc, depuis 1949, s'est développé à Taïwan un sentiment national. Bon, de toute façon, il y avait une population à Taïwan avant la fuite de Chiang Kai-shek à Taïwan, mais cette population d'origine s'est mélangée avec tous ces réfugiés qui ont fui la Chine communiste, et ensemble, ils ont formé une nouvelle société, une société qui n'est plus vraiment une société chinoise, mais qui est une société taïwanaise avant tout. J'ajoute, pour augmenter encore le contraste avec la Chine continentale, c'est que Taïwan, même dans sa constitution, est très respectueuse des minorités ethniques, parce qu'à Taïwan, il y a des tribus aborigènes, c'est-à-dire ce sont les gens qui vivaient à Formose, comme on l'appelait autrefois, bien avant l'arrivée des Chinois. Et donc, il y a des représentants de ces tribus autochtones, de ces aborigènes, au Parlement et au gouvernement, et leurs langues, ils en ont plusieurs, ont été officiellement reconnues. Quel contraste avec la répression contre les Ouïghours, les Tibétains ou les Mongols. Donc, pour toutes ces raisons, chers amis auditeurs et auditrices, je me réjouis de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. C'est une manière très claire de marquer un coup d'arrêt aux menaces chinoises. C'est un message clair qui est adressé à Xi Jinping, et j'aimerais que le reste du monde suive cet exemple, parce que Taïwan, comme je l'ai dit, c'est un pays de 24 millions d'habitants qui n'est reconnu que par une petite quinzaine de pays, dont le Vatican. C'est le seul pays d'Europe qui reconnaisse Taïwan. Et pourtant, c'est un pays qui compte, Taïwan, par son économie, par sa population. C'est un pays qui compte et qui aspire à conserver son modèle démocratique. Et c'est exactement le message qu'a voulu faire passer Madame Nancy Pelosi. Voilà, c'est ce que je pouvais dire au sujet de ce dossier qui est tout à fait d'actualité. Quelles seront les suites? Je ne sais pas, parce que Pékin a multiplié les menaces, même militaires, multiplié les manœuvres navales, terrestres, mais je n'ai aucun doute qu'ils ne pourront pas envahir Taïwan dans l'immédiat, parce que le plus grand débarquement de l'histoire humaine, c'est celui de Normandie en 1944, mais pour envahir Taïwan, ça devrait être une force multipliée par 10 au moins pour arriver à bout de Taïwan. Et je ne pense pas que la Chine, malgré toutes ses prouesses économiques et militaires, ait la capacité d'organiser un tel débarquement, d'abord une telle traversée du détroit, parce que ce détroit qui fait 150 km de large, des préparatifs militaires seraient repérés aussitôt, et les États-Unis ont dit clairement qu'ils ne toléreraient pas une agression chinoise contre Taïwan. Affaire à suivre donc. Je voudrais maintenant revenir plus près de chez nous avec l'infâme résolution que 37 députés français ont tenté de faire passer à l'Assemblée nationale le 22 juillet dernier. Cette résolution a été initiée par le député Jean-Paul Lecoq, député communiste, et elle assimile Israël à un régime d'apartheid. Le texte de cette résolution accuse Israël d'avoir, je cite, mis en place un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique par un seul groupe racial. Fin de citation. Ce texte a malgré tout, il a été repoussé, cette résolution a été repoussée par la majorité,
des parlementaires, mais il a quand même été voté par 37 députés. Comment est-ce que 37 députés français peuvent oser voter un texte aussi infâme? Moi qui ai vécu en Afrique, je suis allé en Afrique du Sud avant même la fin de l'apartheid, je sais ce que c'est qu'un régime d'apartheid. L'apartheid, c'est la ségrégation raciale, c'est des toilettes publiques pour noirs, des toilettes publiques pour blancs, c'est des bus pour noirs, des bus pour blancs, c'est ce que les Sud-Africains blancs appelaient le développement séparé, c'est-à-dire on vit côte à côte mais pas ensemble. Et c'est entériné par la loi fondamentale du pays. Et en Afrique du Sud, on avait créé des bantoustans, c'est-à-dire des pseudo-États dans lesquels la population noire majoritaire devait vivre. Et pour sortir de ces bantoustans, il leur fallait des permis spéciaux pour pouvoir travailler dans le reste du pays où les Blancs vivaient, et les Blancs étaient minoritaires, bien sûr, au niveau de l'ensemble du pays. C'était un moyen de pérenniser la domination d'origine européenne, et particulièrement d'origine hollandaise et protestante, sur le pays. Ce système a pris fin en 1990, et en 1994, l'ANC, qui représentait la majorité noire, est arrivé au pouvoir. En Israël, il y a certes un problème de territoire contesté. Les frontières, une partie des frontières d'Israël n'ont jamais été clairement définies et reconnues. Mais en Israël, proprement dit, il y a une vingtaine de députés arabes et musulmans à la Knesset, le Parlement d'Israël. Il y a des ministres arabes et musulmans, ou chrétiens, parce qu'il y a parmi les arabes également des chrétiens. Il y a des officiers dans l'armée qui sont arabes, musulmans ou chrétiens. Parmi les gardes-frontières également. Il y a des juges, des magistrats arabes, musulmans ou chrétiens. C'est d'ailleurs, ironie de l'histoire, un magistrat israélien arabe musulman qui avait statué sur le cas d'un ancien président, un ancien président de l'État d'Israël, qui avait été poursuivi pour agression sexuelle, et qui avait envoyé cet ancien président, dont je tairai le nom, qu'il avait envoyé en prison. Donc le président de l'État juif, le président juif de l'État d'Israël, avait été envoyé en prison par un magistrat arabe palestinien, enfin d'origine palestinienne. Donc il y a quand même certaines réalités qu'il faut rappeler. C'est ce que le CRIF a fait, c'est ce que le ministre de la Justice a fait le 3 août, et d'autres personnalités, telles que le député Meyer Habib, sont intervenus pour condamner cette tentative de résolution en l'assimilant à de l'antisémitisme. Parce qu'en fait, derrière les mots se cache un véritable antisémitisme, puisque on reproche à Israël d'être dominé par un seul groupe racial. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est de l'antisémitisme? Et effectivement, en Israël, il y a une majorité de juifs, et cet État a été fondé par des juifs, même si d'autres communautés y vivent. Tout à l'heure, je parlais de Taïwan. J'ai oublié de dire qu'à Taïwan, les catholiques vivent en totale liberté, peuvent aller à l'église, il n'y a aucun obstacle au culte. Eh bien, en Israël, c'est pareil. Les catholiques sont libres de vivre leur foi, d'aller à l'église. Il n'y a aucune restriction religieuse en Israël envers les autres religions. Sait-on par exemple que Haïfa, la ville de Haïfa, en Israël proprement dit, est le Vatican, si je puis dire, des Bahaïs, le centre spirituel des Bahaïs, qui est une religion importante, originaire d'Iran, qui est une sorte de syncrétisme entre islam et christianisme. Eh bien, leur siège mondial, leur temple mondial, se trouve
à Haïfa, où il a été établi bien avant la création de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël n'a jamais fait obstacle au bahaïsme. Au contraire, l'État d'Israël accueille avec joie les pèlerins bahaïs qui viennent du monde entier à Haïfa, alors que les bahaïs sont emprisonnés, voire exécutés en Iran, rappelons-le. On les considère comme des hérétiques. L'État d'Israël est le seul État du Moyen-Orient où la population chrétienne augmente, alors que dans tous les autres États arabes, musulmans, du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, la population chrétienne a soit totalement disparu, soit presque disparu. Et je ne parle même pas de la population juive, où là, il n'y en a plus du tout. Donc, et quand je dis les pays arabes du Proche-Orient, j'inclus les territoires palestiniens gérés par l'autorité palestinienne. La population chrétienne de ces territoires est en constante diminution. Nazareth était autrefois une ville à majorité chrétienne. Les chrétiens sont devenus très minoritaires à Nazareth. Bethléem, la ville où est né le Christ, pareil, c'était traditionnellement une ville chrétienne. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une minorité. Donc voilà quelques données qu'il faut rappeler pour pouvoir accorder tout le mépris qu'elle mérite à cette immonde résolution de 37 députés français. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Sans doute, si l'actualité ne me bouscule pas à nouveau, pourrais-je vous parler de mon sujet qui était prévu pour aujourd'hui, qui devait nous emmener de la Corse à l'Amazonie. Merci et à la semaine prochaine.